Je me présente, Xavier Kergadalan, je travaille au CEREMA et je vais vous parler de la modélisation de la dépendance entre la marée et la surcote météorologique pour l'estimation des niveaux marins extrêmes en site à fort marnage, sujet qui a déjà été évoqué par Déborah ce matin. Ce travail s'inscrit dans une thèse effectuée au laboratoire d'hydraulique Saint-Venant sous la direction de Michel Benoît avec en co-encadrant Pietro Bernardara ici présent. La thèse a été soutenue fin 2015. Alors pour ce travail de modélisation, déjà, il y en a deux objectifs. Le premier, c'est un objectif scientifique avec la modélisation de la dépendance, mais pour une exploitation statistique, puisque là, je m'intéresse à une analyse statistique des niveaux marins extrêmes en site à fort marnage, tout simplement parce que je vais chercher à avoir des résultats en métropole pour le littoral, pour les ports de mer du Nord, Manche et Atlantique. Derrière, on a quand même un objectif opérationnel qui est la définition d'un niveau marin de référence avec des rapports qui font référence, rapports du CHOM et du CNMEF qui datent de 2008 et de 2012, sur lequel je vais revenir juste après. Juste avant la présentation, le sommaire, donc quelques rappels rapides, qu'on a déjà évoqué ce qui était une surcote, l'état de l'art, les données d'entrée que j'ai utilisées, puis après je vous parlerai des méthodologies mises en œuvre avant de conclure. Le rappel, donc je travaille sur la marée et la surcote, donc il y a bien une décomposition, c'est une méthode indirecte, avec la surcote étant la différence entre l'observation, on voit ici la courbe du haut, ce qui est enregistré au marégraphe de Brest, et la prédiction qui est calculée, qui est la courbe du bas. Donc on obtient une surcote qui est assimilée ici à une surcote météorologique, mais c'est vrai, on en a parlé un petit peu, on peut avoir dans cet apport d'autres phénomènes qui sont plus ou moins filtrés comme les ondes infragravitaires. Aussi on peut avoir un reliquat de wave setup. Les conditions de marée en France sont assez variables. En Méditerranée, on a des marées qui sont assez faibles. Manche Atlantique, on a quand même une configuration un peu particulière et des marées de Vivo qui vont de 3,7 mètres à 10,7 mètres. C'est sur ce type de marnage que je vais travailler. Et parce qu'on a des risques importants quand on travaille avec le surcote instantané de déphasage entre l'observation et la prédiction, donc qui sont des déphasages qui peuvent être liés à des problèmes de calage, c'est souvent des problèmes de calage dans les données anciennes. On travaille pour limiter ce risque d'erreur avec les surcotes de pleine mer, qui ne sont pas une différence instantanée, mais c'est la différence du maximum de niveau d'eau observé aux alentours de la pleine mer avec le maximum prédit. Donc les deux valeurs ne sont pas forcément simultanées. Donc tous mes calculs vont être effectués au moment de pleine mer et ne sont valides qu'au moment de pleine mer. L'état de l'art, la méthode qui fait référence actuellement, c'est donc pour les sites à fort marnage, c'est une convolution surcote marée avec la RJPM, Revised Joint Probability Method, introduite par Tone et Vessi en 89, que je vais vous présenter un petit peu plus dans le détail juste après, qui part ici sur l'indépendance de la surcote météorologique avec de la marée. Ça a été initié au départ pour des surcotes horaires et ça a été appliqué en France par Bernard Simon, donc des premiers travaux de 94 et de 96, au moment de pleine mer. Donc c'est la méthode qui est utilisée actuellement et qui fait référence, qui a été reproduite pour les travaux du CHOM et du CNMEF avec les niveaux de référence de 2008 et de 2012. Les deux études sont actuellement valides et se complètent. La question qu'il y a derrière, c'est que quand on regarde les résultats, on peut se poser la question d'une surestimation apparente des niveaux d'eau par l'approche statistique. Donc c'est ce qu'on a essayé de comprendre ici et de modéliser. Donc, pour bien comprendre la convolution surcote marée, en fait, on a une décomposition du signal de niveau d'eau par la marée et par les surcotes. Donc, marée de pleine mer et surcote de pleine mer. La marée de pleine mer, sur environ 18 ans à Saros, on arrive à avoir une distribution relativement complète. Donc, on a une distribution empirique qui est représentée ici, avec les niveaux de marée et les occurrences. Pour les surcotes de pleine mer, on a aussi une distribution empirique. Il suffit de regarder un petit peu tout ce qui a été observé. Donc juste avant, c'est vrai qu'on l'a évoqué, ça j'en parle après, je prends un petit peu trop d'avance. Donc sur distribution empirique, avec la formule de convolution qui est ici, qui en fait, pour calculer la probabilité associée d'un niveau d'eau donné, par exemple 10 mètres,
on va calculer toutes les probabilités associées des conjonctions qui permettent d'atteindre ce 10 mètres. Donc par exemple, une marée de 8 mètres et des surcotes supérieures à 2 mètres, une marée de 9 mètres et des surcotes supérieures à 1 mètre, une marée de 11 mètres et une décote de moins 1 mètre. Donc on va explorer sur l'ensemble des possibilités de l'amplitude de marée, c'est ce qui est représenté par l'intégrale. On a la probabilité de marée associée à la probabilité de surcote. Donc ça permet, on somme toutes ces probabilités, on a la probabilité associée à l'ensemble des conjonctions. Par contre, on travaille sur une distribution empirique et pour la queue de distribution, on manque un petit peu de valeur, on est assez imprécis. Et notamment, on sait qu'il peut y avoir des surcotes qui sont, enfin les surcotes ne sont pas plafonnées réellement en amplitude, enfin, ou en tout cas, elles peuvent aller quand même assez hautes, et on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas observées. Donc pour ces queues de distribution, donc ça c'est ce qui est introduit par Thone et Vesey, on va faire un ajustement statistique des extrêmes, juste sur la queue de distribution, avec la fameuse loi GPD dont on a parlé tout à l'heure. Le facteur zeta qui introduit le nombre moyen de tempête, donc ça permet, on a ici les points d'observation en bleu et l'ajustement en cyan. Donc ça permet de faire correspondre les deux lois au tout début. Le seuil de tempête utilisé, c'est à partir de quand on considère qu'on cale la GPD, donc c'est U qui permet qui est ici, un petit peu inférieur à 0,4. Et le facteur d'échelle qui va conditionner la pente de ma courbe cyan, et le facteur de forme xi qui va faire que voir si elle est plutôt asymptotique, si elle part en ligne droite ou si elle part un petit peu en cloche. Et ça me permet d'avoir un résultat donc sur une représentation classique qu'on a vue précédemment avec en abscisse les périodes de retour et les niveaux d'eau associés qu'on peut représenter avec les pics vraiment de niveau d'eau observés pour contrôler visuellement la qualité de nos résultats. On a aussi des tests statistiques pour vérifier un petit peu, quantifier un petit peu tout ça. Pour ce travail, j'ai travaillé avec les ports de référence. Donc ce sont des ports, des observations marégraphiques pour des ports pour lesquels on a plus de 10 ans d'observation. Donc ça, c'est une durée fixée un petit peu arbitrairement. Les ports sont matérialisés ici. Ce sont les données horaires issues fournies par le CHOM, donc REFMAR. Les prédictions de marée pour calculer les surcotes de pleine mer sont aussi fournies par le CHOM aux données horaires. Et après, les surcotes de pleine mer ont été calculées avec une correction alors, je vais marquer le statisme, mais pour être exact, c'est plutôt les tendances pluriannuelles qui incluent le statisme, qui peut inclure aussi certains effets stériques, ou alors, par exemple, le cas de Dieppe, où on a visiblement un enfoncement du quai, qui est aussi des variations pluriannuelles qui à prendre en compte et qui peut conditionner des erreurs au niveau des surcotes. Donc ça m'a permis d'avoir une base de données de calcul de surcotes de pleine mer. Voilà ce que donne la RGPM. Donc on retrouve la formule classique de la convolution. Elle est un tout petit peu plus compliquée parce que ici j'ai introduit avec θ et n la durée d'une tempête. Donc pour permettre de relier les pics des surcotes qui vont s'étaler sur plusieurs pleines mer à un pic de niveau d'eau. Mais c'est le même principe. Le résultat est affiché ici. Donc on a toujours les périodes de retour en abscisse et les résultats des niveaux d'eau en ordonnée, avec le résultat ici en bleu comparé au point d'observation. Ce qu'on voit est l'intervalle de confiance. Ce qu'on voit, c'est que nos estimations ont tendance à passer un petit peu au-dessus. En soi, si je me contente de regarder Dieppe, c'est pas si gênant que ça, parce que c'est une analyse statistique. Donc le fait d'avoir ce résultat avec intervalle de confiance à 95%, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'avoir une distribution qui est de ce type. C'est juste que, si j'ose dire, j'ai pas eu de chance. Ce qui est un petit peu plus curieux, c'est que ce phénomène se retrouve sur plusieurs ports. On voit ici un autre exemple sur Bayonne, où systématiquement, mes résultats de niveau d'eau observés ont tendance à être en dessous les niveaux calculés de manière statistique. Donc, une des hypothèses, ça a été qu'il y avait une dépendance marée sur côte. Donc, dans le cas des travaux de Bernard Simon, on est parti sur une indépendance surcote-marée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'interaction entre la surcote et la marée. Il y a une interaction entre la surcote et la marée. Il y a des travaux de Borton et Thone qui ont montré ça en Angleterre, notamment plus importante en zone estuarienne, et qui est notable aussi parce qu'on explore un large spectre de hauteur de niveau d'eau. Ça s'explique, une première explication, c'est la dépendance en amplitude. C'est que quand on a une onde de tempête, ça va entraîner un courant de marée. Et si la bathymétrie, il y a une remontée douce avec des faibles profondeurs, ce courant de marée a tendance à être piégé à la côte et à faire gonfler les surcotes. Si par contre le niveau d'eau est plus important, on a moins cet effet de piège.
Il y a aussi un autre élément, c'est la direction de la tempête. Si la tempête frappe perpendiculaire, si ce courant finalement qui accompagne l'onde de tempête est perpendiculaire à la côte, cet effet de piège va aussi être accentué. Donc c'est pas si c'est normal d'avoir cette amplification qu'on s'attend plutôt à voir finalement en basse mer qu'en haute mer. L'hypothèse qui a été avancée donc ça a été montré pour les surcotes de pleine mer, notamment du côté de Dunkerque, si je ne dis pas de bêtises, par Déborah Hédier du BRGM. L'hypothèse de Bernard, c'est pas que il pourra me reprendre si je dis des bêtises, c'est pas que cette dépendance et cette interaction est inexistante, c'est juste qu'on travaille avec les niveaux de pleine mer, donc finalement l'amplitude des hauteurs de marée explorées n'est pas si importante que ça, donc on peut considérer que cet effet lié à l'interaction est à peu près constant, quels que soient les niveaux de marée explorés, parce qu'on est au niveau de pleine mer et qu'on n'ausculte pas un large spectre. Un autre type de dépendance, c'est la dépendance saisonnière qui avait été introduite, enfin j'ai vu les premiers papiers de Pirazzoli là-dessus, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont travaillé, qui est de dire finalement que la manière dont se produisent les fortes marées et les fortes surcotes n'est pas si aléatoire que ça, mais sont conditionnées par des calendriers différents. On voit ici les quantiles plus importants de marée en fonction des mois de l'année qui se produisent principalement au moment des équinoxes. Par contre, les plus fortes surcotes de pleine mer ne se produisent pas de manière non plus aléatoire, mais arrivent principalement lors des mois d'hiver, c'est là où on a les tempêtes. Ce qui fait que ça a tendance à ne pas se produire exactement au même moment. On voit que mois de décembre, on a plus difficilement une très forte surcote avec un très fort niveau de marée. Donc ces deux phénomènes vont plutôt dans une dépendance négative, qui est de dire que les fortes surcotes auraient tendance à ne pas se produire au moment des fortes hauteurs de marée, ce qui pourrait expliquer ma surestimation apparente. On voit ici, pour modéliser l'effet de la dépendance sur les surcotes de pleine mer, une représentation qui est reprise de Dixon et Eaton, qui a été appliquée au moment de pleine mer. On voit les quantiles des surcotes qui ont été isolés par bande équiprobable de marée. Et on voit que les quantiles de surcotes de pleine mer sont plus importants ici, dans la première tranche de hauteur de marée, et un petit peu dans la dernière, et moins important dans la tranche moyenne. Donc il y a quand même peut-être une fluctuation des amplitudes de surcote en fonction des hauteurs de marée. Pour modéliser tout ça, donc j'ai commencé par la dépendance saisonnière, donc je suis désolé pour les formules un peu grossières, mais en fait en soi elle est assez simple. Le principe c'est juste, au lieu de faire une convolution à l'année, j'ai essayé de faire une convolution au jour le jour, donc de définir les lois de distribution du premier jour de l'année, de surcote et de marée, et de les combiner, et de calculer la probabilité d'obtenir un niveau le premier jour de l'année, additionner la probabilité d'obtenir le même niveau le 2 janvier, etc. Donc c'est pour ça que j'ai cette somme sur les 365 jours de l'année. Donc je travaille avec les lois de distribution empirique de marée et de surcote, et pour les extrêmes, je suis parti du principe que les caractéristiques de tempête ne variaient pas au cours de l'année, c'est juste le nombre de tempêtes qui variait. Donc il y avait beaucoup moins de tempêtes en été qu'en hiver. Donc je me suis juste permis de modifier le facteur zeta qui représente le nombre moyen de tempêtes qui va arriver premier jour, deuxième jour, etc. avec un lissage sur plus ou moins 15 jours. Bon, je rentre moins dans les détails. Pour tester la dépendance surcote-marée, toujours au moment de pleine mer, donc cette fois en amplitude, j'ai repris la méthode de Dixon et Eaton qui avait été adaptée, développée initialement pour les surcotes instantanées, que là j'ai appliqué aux surcotes de pleine mer, qui consiste en fait à une normalisation par bande de marée par rapport aux quantiles 99 et 98%. Et je fais en fait mes calculs, cette fois, je calcule la probabilité d'obtenir un niveau avec la première bande de marée, après la deuxième, etc. Les surcotes normalisées m'ont permis de faire l'ajustement statistique des extrêmes sur ces fameuses valeurs normalisées. Ici, j'ai la somme sur toutes les bandes équiprobables de marée. Pour essayer d'avoir une méthode un petit peu plus stable, j'ai modifié la méthode Dixon-Eaton. Donc au lieu de partir simplement sur une différence pour la normalisation des surcotes de pleine mer par bande de marée, par une simple différence entre le quantile 98% et 99%, j'ai essayé plutôt de faire calculer la pente plutôt par une régression linéaire qui permet d'utiliser l'ensemble des quantiles comprises entre le quantile 98% et 99,5%. Là, on voit l'ensemble des quantiles par bande de marée, donc à chaque couleur correspond une bande de marée.
Ici, par exemple, j'ai tous mes quantiles 99,5 de bande de marée et j'ai la valeur moyenne qui est représentée en abscisse. S'il n'y avait pas de dépendance sur cote marée, je devrais avoir toutes les droites qui sont alignées ici. Donc on voit ici qu'il y a des fluctuations qui sont un petit peu complexes. Donc il y a vraiment un effet de fluctuation. De la même manière, sur cette représentation, s'il n'y avait pas de dépendance sur cote marée, j'aurais tous mes quantiles qui seraient en ligne droite alignés le long d'une droite, quelle que soit la bande équiprobable. Les résultats sont présentés ici pour l'ensemble des ports étudiés, 19, avec un calcul de la période de retour millénale du niveau d'eau, donc issu de la convolution sur cote marée. Les résultats classiques de la RGPM avec une loi GPD, ces résultats avec la dépendance, le modèle de dépendance saisonnier, le modèle Dickson-Eton au moment de pleine mer et la méthode revisitée. J'ai fait apparaître en bleu les différences qui sont supérieures à 10 cm et en jaune qui sont inférieures à 10 cm. En gris, on a une différence entre les deux valeurs, RGPM servant de référence, inférieure à 10 cm. Ce qu'on voit avec les modèles saisonniers, c'est que finalement, on n'a pas de différence réellement importante avec la RGPM. Pour Dickson-Eton, on a des différences, mais finalement, c'est pas très, ça manque un petit peu de cohérence. On passe d'une différence négative à l'absence de différence à une différence positive. Et avec la méthode revisitée, on a quelque chose d'un tout petit peu plus cohérence avec une interaction sur côte marée qui serait plus importante en baie de Seine et au sud du golfe de Gascogne. Avec les différences les plus importantes étant atteintes pour Dieppe, on a des variations de niveau qui, on voit, sont supérieures à 50 cm. Un effet aussi de dépendance négative pour le port du Havre. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, j'ai reprojeté les niveaux au niveau des ports, avec toujours les périodes de retour en abscisse et les niveaux d'eau en ordonnée. On a en bleu les résultats de la RGPM, en cyan qui se confondent quasiment les résultats du modèle de dépendance saisonnier. Donc là, on voit clairement que les deux droites, enfin les deux lignes se confondent presque. Donc ça va vraiment dans le sens où, non pas qu'il n'y ait pas de dépendance saisonnière, mais c'est que l'influence, enfin la dépendance saisonnière n'influe pas tellement, semble ne pas influer en tout cas sur les estimations statistiques. Après, on a en rouge les résultats de la dépendance, du modèle de Dickson-Eton, et en vert les résultats du modèle modifié de Dickson-Eton, avec donc l'intervalle de confiance correspond à la RGPM. Ce qu'on voit, c'est que pour Dieppe, en effet, on a tendance, avec la courbe qui se rapproche le plus des observations, c'est en effet la méthode modifiée. Maintenant, ça c'est une analyse visuelle. Il est assez compliqué et il serait plus souhaitable si on pouvait d'avoir des critères statistiques qui permettent de quantifier exactement en quoi on s'améliore, en quoi on se rapproche. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, normalement, est associé à des intervalles de confiance. Quand j'ai essayé de quantifier ça, je me suis arrêté à un problème, c'est que les tests statistiques me permettent de dire un petit peu tout ce que je veux. En fonction, si je vais plutôt travailler sur des tests qui vont s'atteler à la queue de distribution, au milieu de à cette partie-là, suivant le seuil que je choisis pour étudier ma queue de distribution, selon si je choisis de calculer directement sur les niveaux d'eau ou sur les niveaux d'eau, les probabilités de niveau d'eau, sachant qu'on est au-dessus du seuil, j'arrive à faire dire tout et son contraire à mes tests d'analyse statistique. Donc finalement, ici, je n'ai que l'appréciation visuelle qui me permet de dire que j'ai tendance à coller un petit peu plus aux observations. Ça, c'est le cas de Dieppe. Je n'ai pas représenté le cas du Havre où on a une dépendance négative ou qui pourrait s'expliquer avec... alors, la difficulté ici, c'est que je suis dans une approche statistique et c'est assez compliqué de mettre en face une analyse physique. Pour le Havre, on peut avancer le cas particulier de l'influence de la Seine avec des tenues de pleine mer qui pourraient expliquer peut-être quelque chose de ce type. Donc là où on a une amélioration des résultats, on a dit Dieppe, baie de Seine et sud du golfe de Gascogne, ça pourrait être lié, on peut imaginer que c'est l'effet de baie qui emprisonne un petit peu les ondes de tempête et qui les font gonfler. Maintenant, quand on regarde les surcotes réellement au niveau des tempêtes, on n'a pas de tendance claire et nette. Donc on a des tendances moyennes qui sont affichées là et qui ont ce résultat, mais des fois on peut avoir sur certains événements un gonflement des surcotes au moment des pleines mers, des fois c'est au gisant, des fois c'est au flot, et c'est assez variable. Donc c'est vraiment la représentation d'un comportement moyen.
pour le nord de la France, Calais, on voit que l'ensemble des courbes se confondent presque, donc on n'a pas de différence significative. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet saisonnier ni d'interaction sur code marée, c'est juste que pour montrer que ça n'influe pas le résultat d'analyse statistique. Pour l'effet saisonnier, une des explications, c'est que dans les figures que je vous ai montrées, on voit clairement une différence de calendrier avec le quantile 99%, mais si je baisse un petit peu, je passe au quantile 98%, au 96%, etc., très vite ça se lisse et ça se gomme. Donc c'est vraiment pour les valeurs les plus fortes qu'on a cette différence de calendrier qui ne se voit plus pour des valeurs un petit peu plus faibles, ce qui pourrait expliquer finalement que l'effet saisonnier est relativement négligeable pour mes analyses statistiques. Donc ça, c'est pour les cas de figure où il n'y a pas de plus-value réellement pour la modélisation de la surcote, l'interaction de la surcote et la marée. Et on a quelques cas particuliers qui continuent à poser de questions, et en particulier surtout un, qui est le cas de Saint-Malo, où on voit qu'on passe clairement à côté de quelque chose. Donc ici, on voit l'ensemble des courbes qui passent très nettement au-dessus des observations. Donc, une minute. Voilà. Pardon ? Une minute. Ça tombe bien, j'arrive à la conclusion. Donc la conclusion, c'est la dépendance sur code marée au moment des pleines mers est intéressante à être étudiée seulement pour Manche Atlantique et mer du Nord. Saisonnier, on a un effet négligeable. Donc j'ai développé un nouveau modèle de dépendance sur code marée qui montre des résultats intéressants en baie de Seine et golfe de Gascogne, avec des interrogations surtout sur Saint-Malo, dans une moindre mesure sur Saint-Nazaire, le Conquet, Cherbourg. Et une des pistes, alors on peut peut-être réfléchir à des interactions particulières au niveau des ports, des effets de sèche, mais une des pistes qui pourrait être explorée, c'est que j'ai parlé aussi de l'influence des directions de tempête. Donc peut-être que cette dépendance, qu'on n'a pas une seule dépendance, mais plusieurs dépendances en fonction de l'origine des tempêtes. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être chercher à modéliser avec la difficulté à laquelle on est confronté, parce que ça veut dire qu'à chaque événement météo, il faudrait étudier la situation atmosphérique, les trajectoires des tempêtes, ce qui est un travail assez conséquent vu le nombre de données étudiées. Je vous remercie.